Quand je rentre chez mes parents, c'est le silence. Quand on dit un silence de mort, ça a vraiment un son, le silence. Ils me disent, ils ont tué Sada, ton frère il est mort. Mon frère, je l'ai vu ce matin. Première pensée, la vengeance. J'avais dit de toute façon, ils vont le payer. En prison, j'ai tout perdu. Quand je sors, elle a presque 6 ans. Tous ses anniversaires jusqu'à 6 ans, je les ai vécus en prison. J'ouvre ma boîte à gants, je prends mon arme et je leur tire dessus. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode d'Extra. Aujourd'hui, je suis avec la star des réseaux sociaux que vous connaissez très certainement. C'est Adama Camara qui a plein de projets pour aider la jeunesse. Et toute son histoire, elle a commencé de manière très tragique avec l'assassinat de son frère dans des conditions terribles. Mais il a su rebondir après tout ça et en faire quelque chose de très positif pour notre société, pour notre jeunesse. Et on va aborder tous les détails de son histoire ensemble dans Extra. Mais avant ça, s'il vous plaît, abonnez-vous, continuez de soutenir le projet. On a besoin de vous pour continuer à recevoir des personnalités incroyables comme Adama aujourd'hui et tous les autres invités qui vont suivre. Restez branchés sur Extra. Adama Camara, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va au top. Bon, en tout cas, les gens te connaissent maintenant beaucoup via les réseaux sociaux, via ton histoire qui a été surtout tragique au départ. Tu as réussi à en faire quelque chose d'assez impressionnant, de très positif d'ailleurs, donc on va en parler ensemble. Dis-moi, on va recommencer depuis le début. Décris-moi un petit peu le niveau social dans lequel tu évolues au départ. Moi, j'ai grandi dans une ville à Garges-les-Gonesse, au quartier de la Martine. Ouais. Quand j'arrive à Garges, déjà, moi, j'habitais sur Paris avant, j'arrive à 5 ans. Donc, quand j'arrive à Garges-les-Gonesse, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ressemblent, bien sûr. Et après, on a grandi dans un cadre familial très respectueux. Nous, nos parents, ils nous ont toujours bien éduqués. Le bien, le mal, dès le plus jeune âge. Ouais. Le partage, le respect. Après, quand on est au quartier, forcément, on a des amis. Au début, on est tous copains. Après, arrivé à un certain âge, on commence à avoir des divergences entre les uns et les autres. Mais toujours cette mentalité de rassembler les personnes dès le plus jeune âge. Et après, après les petites histoires, les petites bagarres qui commencent, etc. Faire du cross au quartier. Parce qu'on grandit dans le quartier, c'est ce qu'on voit nos grands frères faire, surtout. Ouais. Et donc, voilà un cadre pour moi qui était pas top à 100%, mais sinon, c'est bien passé dans l'ensemble. On va parler d'abord brièvement de ton papa. Dis-moi, quel rôle il jouait, lui, dans ton enfance, dans ces années-là, même auprès de la jeunesse qui t'entourait ? Moi, mon père, il était beaucoup fédérateur et surtout, il nous a toujours appris, dès le plus jeune âge, il nous disait toujours la famille unie. C'est sa phrase. Jusqu'à aujourd'hui, je la dis parfois quand on a un peu des prises de tête en famille, comme ça arrive à beaucoup de familles. Et cette phrase-là, la famille unie, ça a été son mot d'ordre dès le départ. Lui, il venait du pays, il a grandi au Sénégal et il nous faisait comprendre que voilà, les valeurs que lui, il a apprises par ses parents, il essayait au maximum de nous les inculquer. C'est-à-dire famille unie, le respect des autres, travailler. Il faut travailler dur pour avoir ce que vous voulez. C'est le travail qui paye. Mais quand tu es plus jeune, tu captes pas toutes ces choses-là. C'est avec l'âge que tu te rends compte que oui, effectivement, le papa, il avait une longueur d'avance. Ouais, donc nos pères ont toujours une longueur d'avance. C'est souvent le cas. On met du temps à comprendre, mais ils ont souvent une longueur d'avance. Toi, à partir de quand, justement, tu mets en pratique tout ça ? Parce que même avant que ta vie prenne un gros virage en 2010, comment est-ce que tu es dans la cité ? Est-ce que tu es toujours autant impliqué ? Est-ce qu'au contraire, tu as pris un peu tes distances ? Comment ça se passe ? Non, moi, j'étais toujours impliqué dans tout ce que j'ai pu faire. Moi, déjà, dès le plus jeune âge, je travaillais au marché, ne serait-ce que pour m'acheter une paire de chaussures, parce que je disais, c'était trop compliqué un peu à la maison. Le papa, avec un salaire, pouvait nous nourrir, mais nous faire tous plaisir à acheter des paires de chaussures et autres, c'était compliqué. Ton rapport avec la cité à ce moment-là, tu parles beaucoup de... parce que tu veux l'éradiquer, mais de violence. Est-ce que tu la ressens encore, cette violence-là, ou est-ce que tu considères que tu en es sorti ? Ah non, j'étais en plein dedans. Ça veut dire même quand j'ai 18-19 ans, la cité, elle avait une importance chez moi qui était incroyable. Parce qu'on vivait pour la cité. À la maison et à la famille au quartier. Ça veut dire tout ce que tu fais, c'est en rapport avec la cité, pour le regard de la cité. Donc, tu as un comportement à adopter pour qu'à la cité, tu aies tout le temps le respecté, en fait. Donc, qui est la violence, pas d'amour, on est froid. On est des gens soi-disant dangereux alors qu'on était des microbes, tu vois. Mais on a toujours ce comportement où il faut montrer qu'on est des mecs de cité, quoi. On est dur. On est dur, on est des mecs de cité parce qu'on nous considère aussi et on nous dit qu'on est des mecs de quartier. Que ce soit à l'école, on peut nous dire de toute façon, là, t'es pas à la cité. Tu peux être aussi... nous, on allait sur Paris, parfois, quand c'était le jour de l'an, on prenait le train. Quand on se faisait contrôler, on nous disait, vas-y, retournez dans votre cité. Donc, pour nous, on est des mecs de cité. Ouais. C'est chez nous. C'était notre identité plus jeune. Ça se manifeste comment
les tensions qu'on peut avoir entre quartiers, le comportement qu'on doit avoir quand on voit un mec de notre quartier qui est de l'autre quartier qui vient dans notre quartier. Comment ça se manifeste pour que les gens arrêtent de fabuler et connaissent vraiment la vérité? La réalité, c'est que dès le plus jeune âge, déjà, tu grandis dans une atmosphère où on n'est que entre nous. Ça se manifeste souvent, même quand tu regardes autour de toi. Moi, quand je prends mon exemple, plus jeune, il y a tout autour de mon quartier. C'est-à-dire la boulangerie dans mon quartier, l'école primaire dans mon quartier, le tabac dans le quartier, la poste, la piscine, la patinoire. Tout est dans mon quartier. Ça veut dire, moi, je ne sors pas du quartier. Ça veut dire, je connais tout le monde dans le quartier. Et forcément, quand il y a quelqu'un qui n'est pas du quartier, je sais qu'il n'est pas du quartier. Et on grandit déjà dans une atmosphère qui est entre nous. Et quand on arrive au collège, ça veut dire on traverse la rue pour aller au quartier d'en face. Et quand on arrive au collège, tu te rends compte que Garges ne se résume pas qu'au quartier de la Martine. Donc, tu vois d'autres personnes. Et chacun veut représenter son quartier. C'est là que les premières tensions, moi, elles ont commencé. Dès la 6e, 5e, parce que moi, je représente un quartier. Toi, tu viens d'un quartier d'en face, tu le représentes. Donc, forcément, s'il y a une tension, il faut que moi, j'honore. Je ne me bats pas que pour moi. Je me bats au nom de tout le monde. Parce que sinon, ils vont dire, ouais, les mecs de là-bas sont. Tu vois? Ça veut dire une personne résume à beaucoup de personnes. En 2011, virage drastique dans ta vie. On passe de cette violence qui est à peu près contrôlée, entre guillemets, où voilà, il y a des bagarres, il y a des échanges, il y a des tensions, mais jusqu'ici, c'est à peu près géré. Raconte-moi comment ta vie est bascule. Moi, déjà, j'étais plus jeune, j'étais beaucoup impliqué dans les rixes. Moi, les bagarres entre bandes, j'ai commencé à peu près à 15 ans, jusqu'à mes 18 ans. On se battait contre un quartier pendant des années, on était ennemis, on se disait on était en guerre. Pendant plusieurs années, tu marches avec la boule au ventre. C'est que tu as peur de te faire attraper. Tu as peur de te faire attraper avec ne serait-ce qu'une matraque télescopique ou un point américain ou une gazeuse. Nous, c'était ça à notre époque. Tu peux plus aller au centre commercial là-bas parce que c'est dans leur quartier. Donc même quand tes parents ils t'envoient au centre commercial, tu peux pas y aller. Parce que parce que si tu y vas, tu fais partie des gars qu'on recherche, tu vas te faire sauter. T'en as qui arrêtent l'école parce que l'école soit il est vers notre quartier, le lycée. Il y en a de là-bas, ils peuvent plus aller au lycée dans le quartier. Dès le plus jeune âge, on s'est mis des bâtons dans les roues très tôt à cause de ces tensions-là. Donc après moi, je suis sorti, on a arrêté ces histoires-là. Moi, j'ai décidé de travailler, j'ai passé mon permis, je travaillais. Je me suis installé avec une petite amie que j'ai rencontrée au lycée. Donc moi, ma vie a commencé. Franchement, pour être franc, c'est que je me suis dit, c'est bon, j'ai mon petit respect dans le quartier, j'ai quitté le quartier, aujourd'hui je travaille, je paye un loyer avec ma copine, j'ai envie de me marier, faire des enfants. Et jusqu'à un soir en 2011, on sonne chez moi à 2h du matin, tout bascule quoi. Parce que quand ma copine répond à l'interphone, je l'entends crier. Moi, je bondis du lit, je prends le téléphone, je dis qu'est-ce qui se passe? Et elle me regarde, elle me dit, ils ont tué Sada, ton frère il est mort. Donc toi, il est 2h du matin, tu comprends pas, tu es entre le rêve et la réalité parce qu'on te réveille, tu n'as même pas l'impression que tu es dans la réalité. Et quand je prends l'interphone, un autre de mes frères m'annonce la terrible nouvelle, tu tombes quoi. Tu t'écroules, tu dis c'est pas possible. Et après, tu reprends tes esprits, j'arrive à la gare de Garges, je vois la scène. Parce que quand j'arrive, je vois un dispositif de police, je vois un drap blanc par terre. Là, je me dis en fait, c'est terminé. Mais ça prend du temps avant que tu réalises. Parce que quand il y a une mort violente, t'es pas préparé, c'est un choc émotionnel. Ça veut dire au début, tu es là. Après, tu dis non, je vais me réveiller à un moment donné. Je suis dans un cauchemar. Et les jours qui suivent, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas dans un cauchemar, tu es dans une réalité. Et là, tu te dis en fait, la violence, elle s'est toujours arrêtée à la porte. Là, elle est rentrée chez nous. Parce que maintenant, nos parents sont au courant. Parce que nos parents vont subir la violence qui se passe dehors. Donc de là, tu vois, la première scène, moi, terrible que je vois quand je rentre chez mes parents, c'est le silence. Quand on dit un silence de mort, ça a vraiment un son, le silence. Tu vois tes petits frères, tes petites sœurs qui pleurent, tu vois ton père qui est posé. Tu n'as jamais vu des larmes dans les yeux de ton père. Là, tu vois des larmes qu'il essaye de retenir. Et tu cherches ta mère, j'arrive dans la chambre de ma mère, tu vois, elle est par terre. Tu me dis, tu as la scène de l'interphone, je l'ai. Tu arrives sur les lieux et tu vois le drap. Comment tu perçois le moment, toi? Est-ce que tu perds pied? Est-ce que tu fonds en larmes? Est-ce que tu hurles? Est-ce que tu tabasses les gens autour? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ce jour-là, quand je suis arrivé à la gare et que j'ai vu le drap blanc et qu'on me l'a annoncé, j'ai un pote à moi, il n'y a pas longtemps, qui me dit « Peut-être que toi, tu ne te souviens pas, mais tu as lâché un cri de ouf. Ah ouais? Tu as hurlé en mode et je mettais des coups de poing... » Il y avait des travaux, des coups de pied partout. En fait, je tapais dans le vide. Donc, quand tu as ce choc-là, c'est vrai que tu perds pied. Moi, déjà, quand la scène de l'interphone, je me souviens que je me suis écroulé. Je suis tombé par terre, tu sais, je fais 1m92, je m'écroule, je pleure. Je dis, c'est pas possible, mon frère, je l'ai vu ce matin. Et là, tu bascules dans autre chose.
Des choses que tu n'apprends pas à l'école, hein. La mort d'un proche, comment vivre avec. Tu entends des conversations que tu n'as pas l'habitude d'entendre. Il faut aller aux pompes funèbres, il faut aller à la morgue, reconnaître le corps. Donc quand tu arrives à la morgue, tu arrives, on te dit, derrière une porte blanche, tu ouvres la porte, tu as ton frère qui est allongé, qui a un drap blanc jusqu'au cou, les yeux fermés, tu as l'impression qu'il dort. Toutes ces scènes-là, c'est violent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'en parle et quand je parle aux jeunes, je leur dis, en fait, quand la violence, elle franchit la porte, vous ne vous rendez pas compte, les gars. C'est autre chose. Ça devient réel. Ça devient réel. Et c'est réel, ouais. Ouais. Est-ce que tu as tout de suite des informations sur ce qui s'est passé? Oui. Quand j'arrive sur place, il y avait des personnes qui étaient là et m'ont directement dit c'était qui. Et c'était ses potes de base. C'est vraiment une histoire d'ego, en fait. C'est pas pour une histoire de filles, c'est pas pour une histoire de trafic de stupes. Au quartier, on s'embrouille pour rien, des fois. C'est pour des conneries comme ça qu'une vie est perdue. Mais aujourd'hui, C'est vrai. les gens meurent pour rien. Tu sais, pour rien, pour un regard. T'imagines, des fois, pour un regard. C'est vrai ce que tu dis. Pour un message vrai. sur les réseaux. On peut s'embrouiller, toi et moi, sur Snap. On a 12-13 ans. Tu m'insultes, je t'insulte. À un moment donné, je te donne un rendez-vous. Tu viens et soit tu me tues, soit je te tue. Et c'est ça qui est dramatique. Le pire, c'est qu'on a tous grandi ensemble. Tu vois, c'est que sa mère, je la connais. Il connaît ma mère. Il venait manger chez moi, j'allais manger chez lui. On était des amis d'enfance. Et à la fin, ça se termine comme ça. Et là, c'est une histoire d'ego. Mais arrivé à un moment, l'ego, ça gâche une vie, ça gâche tout. Quand tu entends tout ce qui s'est passé, le contexte, la personne en plus, Ouais. parce que c'était quelqu'un que tu connaissais, qu'est-ce qui te passe par la tête? Franchement, directement la vengeance. Tout de suite, c'est la première pensée? Ouais, première pensée. J'avais dit de toute façon, ils vont le payer. C'était ma phrase, ils vont le payer de toute façon. On sait c'est qui. Moi, tu vas pas ramener de la souffrance. Tu vas pas faire tomber ma mère comme ça et je vais te laisser, en fait. C'était ma mentalité avant. Il y a eu les obsèques, il fallait l'enterrer au Sénégal. Moi, j'avais pas la force d'aller au Sénégal, j'avais 23 ans, mais j'ai dit, genre, je vais rester avec ma mère en France parce qu'elle n'avait même pas la force d'aller à la morgue. Elle est pas allée. Elle a dit non, je vais rester sur la dernière image que j'ai eue de mon fils, c'est que Compréhensible. il m'a dit à tout à l'heure, maman, je reviens. Et il est plus revenu. Et ça c'est terrible. Et donc moi, je dis, je reste en France pour accompagner ma mère dans ce deuil-là. Mais c'était juste aussi, j'avais pas la force d'aller au Sénégal, creuser un trou, mettre mon frère et rentrer. Personne n'est prêt à Non, tout on ça. n'est pas prêt. Personne n'est prêt. C'est des choses qu'on prépare pas. C'est vrai. Tu vois. Et donc quand mon père il revient, direct, tu nous parles. Pas de vengeance. Ton papa, il te dit ça? Il nous le dit. Il vous dit pas de vengeance? Non, pas de vengeance. Il dit laissez tomber. T'as vu, on laisse dans les mains de la justice, dans les mains de Dieu, c'est comme ça. Il sentait que. Et donc voilà, mais après, c'est toute une vie qui bascule, tu vois. Même si tu as des projets, c'est fini. T'as ça qui te ronge dans ta vie. Moi, je voulais me marier, faire des enfants, j'ai tout perdu. J'allais plus au travail, je perds mon emploi. Ma petite amie, pareil, je l'ai associée à ce décès. C'est elle qui me l'annonce. Donc, j'arrivais même plus à la regarder dans les yeux. Je rentrais à la maison. T'as rompu Ouais, avec j'ai rompu elle? avec elle. Ah oui. À cause de tout ça, ouais, j'ai eu un choc émotionnel, je pouvais plus. Je l'ai associé à tout ça. Et je voulais changer de vie. Terrible ce que tu Je me suis dit, pour tourner la page, il faut tout changer. Et j'ai quitté la région, je suis parti, j'ai reconstruit, retravaillé, rencontré une nouvelle petite amie. J'ai eu un enfant, entre-temps. Ouais. J'ai eu ma fille qui est née en 2013. Mais comme on dit, tu peux essayer d'oublier le passé, mais chaque année, tu es rappelé par une réalité. Vous êtes en famille et bah, il manque quelqu'un. Tu me dis que tu essayes de reprendre le dessus, tu essayes de repartir avec une nouvelle vie, etc. Comment elle se passe cette nouvelle vie? Tu te sens connecté avec toi-même ou pas? Oui et non. La journée, oui, mais le soir, tu te dis, ouais, j'étais en train de jouer un rôle ou quoi? Parce que la journée, je suis heureux, hein, je suis là, j'essaie de travailler. Et le soir, quand tu es dans ton lit, bah, même quand ta copine adore, elle sait pas que toi, tu dors pas, toi, tu rumines. Tu culpabilisais Mais dès le vivre, début. de tourner la page, quoi, en gros. Mais dès le début. Ah ouais. Dès le début, quand mon frère il meurt, j'ai comment ça se fait que mon frère il meurt? Donc tu te dis, attends, ça veut dire que j'ai pas su protéger mon petit frère. Donc dès le début, tu culpabilises. Après, tu essayes de changer de vie, mais même quand tu changes de vie, tu te dis, c'est pas normal. Donc même si tu essayes de construire, tu reviens toujours à une réalité. Et cette réalité, elle me rongeait de dingue. Ça veut dire, jour et nuit, je pensais qu'à ça. Je pensais à quand ils vont sortir de prison, si je croise le frère, tu vois, tu es rongé par tout ça. Parce que c'est ça que j'allais te demander. Tu me dis, ton père dit, à l'époque, laissez faire la justice. Ouais. La justice, elle fait quoi? En fait, au début, la justice, c'était meurtre. Après, ça avance et ça change. Bagarre et entraîner la mort sans intention de la donner. C'est-à-dire, ok, moi, on me dit la justice, mais tu te dis, en fait, les gars, ils vont prendre quoi? 10 ans maximum. Tu sais, il y a la justice, Ouais, c'est long, mais le temps d'attente pour les familles, c'est terrible. Ouais. J'imagine, il y a des familles qui attendent 4-5 ans pour avoir un procès. Ils essayent de reconstruire leur vie, et quand il y a le procès, ben, tu réouvres des blessures. Ouais. Donc, on attend.
Et à un moment donné, moi, je suis là, je rumine. Et à un moment, je me dis, non, en fait, faut agir. Et de là, je prends la mauvaise décision de vouloir me venger. Qu'est-ce qui te fait péter les plombs? Qu'est-ce qui te fait te lever d'un coup et dire, ah, c'est trop, j'y vais? En fait, c'est quand j'ai reçu la date de procès. Ça a commencé le 2 septembre, le jour de mon anniversaire. Mais il y a trop de signes, ils se foutent de moi. Tu sais, quand tu es tout seul dans une parano, tu te dis, attends, d'abord, il requalifie les faits. Et le jour du procès, c'est le jour de mon anniversaire. Moi, je dis, je ne vais pas assister à ça. Et donc là, je me dis, en fait, faut faire les choses. Et de là, malheureusement, voilà, mauvaise décision. Et après, voilà. C'est quoi le scénario de cette soirée? Qu'est-ce qui se passe quand tu décides de te lever, de partir le faire? Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je décide de le faire, je me procure une arme, je laisse dans ma boîte à gants, je ne le cherche pas spécialement. Tu sais, je ne vais pas aller te chercher. Je me dis, si je dois te tomber dessus... Ah d'accord. Ouais. C'est pas, tu te lèves, tu prends ta voiture et tu vas chercher le mec. C'est que la journée, elle se passe, je me lève le matin, j'avais une journée chargée parce que je devais faire les courses de la rentrée scolaire avec mes petits frères et sœurs, je suis avec ma mère. Tout se passe bien, tu vois. Je reviens, mon pote, il me dit, ouais, tu peux m'accompagner à Paname, vite fait, je vais faire des courses. Je dis, vas-y, conduis ma voiture. Donc il conduit, part à Paris, on fait les courses, et quand on rentre, je tombe sur le grand frère. C'était pas préparé, sur le grand frère de celui qui a tué mon frère. Ça faisait 3 ans, je l'avais pas vu, et là, je le vois au quartier, posé avec des amis. Je me dis, attends. Il est tranquille comme ça. Les mecs sont trop tranquilles. Ouais. Et là, je me dis, c'est maintenant. Et après, j'agis. Mais même, j'avais l'impression, à un moment donné, même avec le recul, je me dis, on dirait le mec, il lisait dans mes pensées. Parce que pendant 3 ans, je ne l'ai pas vu. Comment se fait-il que ce jour-là, il était posé au quartier? Quand je l'ai vu, après, voilà, malheureusement, j'ai mal agi, quoi. J'ouvre ma boîte à gants, je prends mon arme et je leur tire dessus. Tu les touches? Oui. Le premier, celui que je visais, il s'écroule directement. Après, j'ai tiré aussi sur les autres qui ont été aussi touchés, parce qu'ils étaient là. Donc, voilà, quoi. Je ne suis pas en train de légitimer. Non, je suis du pas tout. En train de dire, moi non plus. D'ailleurs, on n'est pas en train de légitimer. Bien sûr. On n'est pas en train d'encourager à avoir ce comportement-là. Et d'ailleurs, il faut aller au bout de la vidéo pour comprendre ce qu'on veut dire aujourd'hui. Mais pourquoi tu vas pas au bout? Tu me dis que tu as toutes les colères du monde, il y a tout qui t'emmène à le faire. Et tu lui tires dessus, il est par terre, mais tu ne termines pas ce que tu as commencé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu vas pas au bout? En fait, tu sais, quand ça se passe rapidement. Tu n'as pas le temps de calculer toutes ces choses-là. Moi, je lui tire dessus, il tombe, pour moi, c'est fini. Ouais, t'as pas le temps d'analyser s'il est vivant, s'il est... D'accord. Parce que je suis pas un tueur. Peut-être au moment où je tire, je veux le tuer, mais je suis pas un tueur. C'est parce que t'es... Si je descends, je viens, je te termine, c'est que ça est. Bien c'est sûr. que j'ai l'habitude de le faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc quand il s'écroule, pour moi, c'était fini. Parce qu'au début, je pensais vraiment qu'il était mort. Et je peux te dire que je faisais pas le fier. Donc juste après, je préviens mon petit frère, je lui dis, là, je fais une dinguerie, je crois qu'il est mort, je suis pas sûr. Et quand je descends, je me fais attraper. Et quand je suis placé en garde à vue, au début, il y a marqué assassinat. Et moi, je suis là, je fais pas le fier. Et là, je pense à ma fille, je pense à mes parents, je pense à ma femme, je pense à lui. Parce que lui, mine de rien, c'était mon pote de base. Donc en plus, lui, il a rien fait. Et surtout que c'était mon pote à la base. Et on a grandi ensemble. Et je pense aux vacances qu'on passait en 2006 en Espagne. Je me dis, waouh, tu l'as tué là. Et je pense à sa mère qui doit pleurer comme la mienne. Et là, je fais pas le fier. Et première audition, quand on me dit pour tentative d'assassinat, je dis, il est pas mort. Et le policier il me dit, pourquoi t'aurais aimé qu'il soit mort? Je dis, non, mais parce que dans la feuille de garde à vue, il y a marqué assassinat. Il regarde et dit, ouais, c'est une erreur. Non, c'est tentative d'assassinat. Soulagé. Il a même pas compris, le policier. Il compris. Croit que toi, t'es déçu, alors qu'au contraire, t'es soulagé. Ouais. Quoi. Il y a la première audition. Ouais. Finalement, t'es incarcéré. Ouais. En attendant le procès, raconte-moi ce moment-là. Comment tu vis, toi, ce moment où on te dit, première audition, vous allez aller en prison, le temps de votre jugement. Comment tu vis tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, moi, je le savais. Que t'allais aller en prison? Bien sûr, parce que j'ai fait quelque chose de très grave. Tu vas pas tirer sur quelqu'un, tu vas sortir. Pas au Far West, on n'est pas... Il y a des lois. Je savais que j'allais aller en prison. J'ai jamais fait de prison, mais j'ai eu plein d'amis qui ont fait de la prison. Et à chaque fois qu'ils me parlaient de la prison, même quand ils en parlaient, des fois, à l'époque, quand ils en parlaient entre eux, j'écoutais, je me disais, en fait, c'est vite fait la prison, tu vois. Ah ouais, c'est vrai? Moi, je me disais ça. Bah oui, je me disais, attends, tu sais, t'as un imaginaire de la prison. Mais quand t'arrives en prison, c'est autre chose. Déjà, ils nous ont mis dans un espèce de fourgon cellulaire. C'était la première fois que je rentrais dans un fourgon, c'est tout petit, c'est étroit, t'es menotté. Et je m'en rappelle parce qu'ils avaient, par erreur, ils ont incarcéré mon petit frère aussi. C'est ce que j'allais dire, tu dis, nous, c'est qui, nous? Parce que, en fait, moi, quand je me fais attraper,
Derrière, dans la foulée, ils attrapent mon petit frère. Mais c'est pas mon petit frère qui conduisait. Tu m'as dit que c'était avec son pote. C'était mon pote. Mais comme eux, les victimes, ils ont dit que c'était mon petit frère qui conduisait, genre, en gros, ils l'ont pris. Mais ce qui l'a incriminé, c'est moi. Parce que moi, quand je monte et que quand je pars, je lui serre la main. Mais moi, je viens de tirer sur quelqu'un. J'ai de la poudre qu'on ne voit pas. Ah oui. Donc ça veut dire que je lui en mets. Donc quand ils lui font les tests, ils disent si, il était avec lui dans la voiture. Donc c'est une vendetta des frères Camara, tu vois. Et donc du coup, lui aussi, il le ramène avec moi. Oh, le cauchemar. Le cauchemar, tu vois. Donc après, toute la journée au dépôt, tu vois, la geôle, c'est sale, il y a du bruit. Tu arrives devant la juge, elle sort une feuille. Vous avez des tendances suicidaires, monsieur? Je dis non. Elle me dit, vous avez une maladie connue, inconnue? Je dis non. Elle me dit, ok, je demande votre placement en détention pour tentative d'assassinat. Passer devant le JLD, le juge des libertés, qui confirme que tu vas dormir en prison. Donc on te remet les menottes, tu vas en prison. Donc quand j'arrive directement, on me retire les menottes, tu passes à la fouille automatique à poil. C'est-à-dire déjà fouille à poil devant trois surveillants. Déjà. Bien sûr. Tu te retournes, tu tousses, tu lèves les jambes, tiens, rhabille-toi. Après, on prend une photo, pactage arrivant. Après, bon, vas-y, quartier arrivant. Des cellules les unes à côté de l'autre, ils s'arrêtent devant une porte. Il y a déjà une étiquette. Il met mon étiquette en dessous, il ouvre la cellule, il y a quelqu'un. Donc, je rentre dans une petite cellule, 9 mètres carrés. Je me dis, mais c'est une dinguerie. Ça veut dire là, à partir de maintenant, je vais passer 22 heures sur 24 avec quelqu'un que je ne connais même pas, dans 9 mètres carrés. Je me dis, ça veut dire que je vais devoir partager tout avec lui. Là, demain, si je déprime, il va le voir. S'il déprime, je vais le voir aussi. Là, je vais faire la grosse commission aux toilettes. Même s'il ne voit pas, il va sentir. Il fait sa grosse commission, je vais sentir. C'est ça la prison. Moi, mes potes, ils ne m'ont pas raconté ça comme ça. Là, je prends une claque déjà. Et le soir, j'essaye de dormir, mais tu sais pas, t'es avec qui? Il peut te dire, je suis là pour une affaire, alors qu'il n'est pas du tout là pour ça. Donc, dès que tu entends un bruit dans la nuit, tu ouvres les yeux. Donc, à tout moment, oui, comme tu dis, tu sais pas à qui Tu t'as sais affaire. pas à Le qui mec, t'as il peut très affaire. bien, Il peut t'attaquer dans la nuit. Tu sais pas à qui t'as affaire. Tu sais pas avec qui t'es en cellule, tu vois. Et le matin à 7 h, comme tous les matins, les surveillants, ils font la ronde. Ils t'appellent par ton nom de famille. Tu dois répondre pour voir si tu as envie. Après, il nous dit, préparez-vous pour la douche. Nous, il n'y avait pas de douche. Pour voir si tu as envie. C'est terrible, hein. Ah, c'est terrible à dire. Tu vois, mais ça, tout ça, les gens ne le disent pas, tu vois. Ouais. Ça, on ne le voit pas sur les réseaux. C'est ça qui est triste. Et après, quand on va à la douche, ça dure 10 minutes. Ils appuient sur un bouton, l'eau coule 10 minutes. Au bout de 10 minutes, l'eau s'arrête. Moi, quand je termine, je sors, je dis surveillant, la douche, c'est tous les jours à 7 h. Tu vois, moi, c'est la première fois que je vais en prison. Et mon gars me dit, camarade, t'es pas au Club Med, la douche, c'est pas tous les jours. C'est un jour sur deux. C'est quoi l'ambiance d'une nuit en prison? Bah, déjà, quand le surveillant il claque la porte, t'entends le clac-clac. C'est un bruit qui est terrible. Et ben, t'entends des détenus qui hurlent et l'atmosphère pesante. T'es oppressé. Tu me disais, le lendemain matin, il était dur. Très dur. Se rendre compte que t'es toujours là. Ah ouais, quand tu ouvres les yeux, tu te dis, ah ouais. D'habitude, tu vois ta femme, elle est belle, tu vois ton enfant, il est beau, tu vois. Là, je me lève, je vois des barreaux. Et c'est même pas je me lève, c'est qu'on te réveille avec le bruit de la porte. Camarade, hein, un tel, ouais, préparez-vous pour la douche. Tu te dis, waouh, ouais. Vous y allez 2 par 2 à la douche? Ouais, on est à 4. Il y a 4 À cabines. 4. Ouais. C'est-à-dire il y a 2 cellules. Parfois, il peut y avoir de la violence, hein, des viols. C'est ce que j'allais te demander. Il y a de la violence dans les douches? Bien sûr. Il y a de la violence en prison, tout le temps. Tu es tout le temps tendu en prison. Tu peux t'embrouiller avec un détenu parce qu'il n'a pas son shit aujourd'hui, donc il sort, il est mal luné. Tu peux t'embrouiller avec quelqu'un parce que sa femme ne lui répond pas. Tu peux t'embrouiller pour rien, pour un paquet de clopes, un paquet de pâtes, pour rien du tout. Tu même si en tu n'es prison. même pas concerné par son énervement. Même si tu n'es pas concerné. Donc c'est une vérité, ça, ce qu'on voit dans les films, les agressions, tout devient une arme, une brosse à dents, n'importe quoi. Tout. C'est vrai, donc tu vis dans cette peur-là quand même. Même quelque chose qui est banal, qui est simple, ça devient une arme. J'ai vécu quelqu'un qui s'embrouille avec son co-détenu, il attend qu'il dorme. Ben, lui, il fait quoi? Ben, il allume sa plaque chauffante, il met sa casserole, il met de l'huile, il lui renverse dans le visage. Pourtant, tout devient une arme en prison. Donc ça, c'est une réalité. C'est la réalité de la prison. Ouais, mais il faut le dire. Quand tu arrives, toi, est-ce que les gens apprennent pourquoi tu es là? Ouais, les mecs de chez moi, ils savaient pourquoi j'étais là. Et bah, les bruits vont vite en prison. Tu as des risques de représailles? Tu as des risques de réaction par rapport à des mecs du quartier? Non, pas en prison. Je pensais plus à dehors. Je me suis dit peut-être qu'il va y avoir des représailles sur ma famille. Parce qu'il y a ce paramètre-là aussi. Tu vois, tu te dis, tu as des sœurs, tes petites sœurs dehors, ta femme, ta fille. Bon, moi, ils étaient isolés, ils habitaient loin. Donc les gens ne savaient pas où j'habitais. Mais on ne sait jamais, tu vois. Et non, donc quand j'arrive en prison, tu te rends compte que s'il y a de la violence,
en prison. Tout le monde est tendu. Et quand tu es un nouveau, tu dois vite faire tes preuves. Parce que tu dois montrer qu'il ne faut pas qu'on te marche sur les pieds. Donc forcément, première embrouille, tu te bats direct. Tu t'es beaucoup battu en prison? Au début, ouais. Peut-être 2-3 fois. Pourquoi ça s'arrête? Parce qu'après, les gens ne t'embêtent pas. Ils Tu savent les de embêtes quoi pas. t'es fait. Et... Voilà. Ils savent que toi, si on te cherche trop, tu les démarres. Tes parents et ta famille, tu les as quand dans tout ce process-là? Déjà, j'ai eu du mal à appeler ma mère. Parce que j'avais un téléphone rapidement. J'ai eu du mal à l'appeler. Faut assumer maintenant. Ouais, j'arrivais pas. Parce que je me suis dit, juste son allô, il allait me faire trop de mal. Ouais. Et il m'a fait trop de mal, son allô. Tu l'appelles au bout de combien de temps? 2 semaines. Au bout de 2 semaines, t'as Ouais. ta mère au téléphone? 2 semaines. Je disais, ouais, dites-lui, je vais bien. À qui tu disais, dites-lui, à qui tu parlais en J'ai à temps? ma femme, j'ai dit lui que je vais bien. J'ai à mes frères, dites-lui, ouais, je peux pas, c'est pas mon téléphone, je peux pas l'appeler. 2 semaines. Putain. Mais parce que j'arrivais pas, j'avais honte. Ton père, il te dit quoi? Mon père, quand il restait toujours positif. Il me dit, tu vois, je te l'avais dit, hein, ça allait finir comme ça. Tu sais, je te l'avais dit que ça servait à rien et tout, mais je sentais que c'était trop fort pour toi. Il dit, mais t'as fait n'importe quoi. Fallait pas le faire. Et c'est longtemps après que j'ai appris pourquoi fallait pas le faire. Ok, fallait pas le faire pour ça, mais il y a eu des choses peut-être que lui, il était en avance, que moi, je voyais pas. Tu crois à ce moment-là, quand il te parle, il sait? Moi, je pense, ouais. Toi et moi, on sait de quoi tu parles. Les Ouais. gens qui ne nous regardent pas forcément, donc on va on va en rajouter Bien encore sûr. dans ce récit qui est déjà très douloureux. Dis-moi ce qui arrive à ton père pendant que tu es en prison. Moi, pendant mon incarcération, je vois mon père régulièrement au parloir, il vient me voir. Et un soir, on parlait, et à un moment donné, il me dit, dis-moi une chose, Adama, rassure-moi, t'as pas fait un enfant pour le voir grandir en prison. Moi, je lui dis non. Il me dit que toi, quand tu étais plus jeune, tu avais besoin de moi. Je lui dis, oui, j'avais besoin de toi, papa. Il me dit, ta fille, c'est pareil, tu vois, même s'il y a les oncles, les tantes, les grands-parents, c'est toi son père. Je t'avais parlé de la vengeance. Je t'avais dit quoi par rapport à la vengeance? Que ça ne servait à rien. Est-ce que Sada, ton frère, il est revenu? Je dis non. Il me dit, est-ce que même dans un de tes rêves, il est venu te dire merci? Non. Tu sais, Sada, il ne reviendra plus. Il faut que tu fasses les choses bien. Tu sais, dehors, on a besoin de toi. Ta mère a besoin de toi, ta fille, ta femme, tes frères et sœurs. Quand tu sors, il faut que tu fasses les choses bien, tu vois. Je dis, ouais, papa. Et je raccroche. Et tu sais, quand je raccroche, je suis là dans ma cellule. Je me faisais à manger. Tu sais, je me dis, c'est trop bizarre cette conversation, tu vois. Trop profonde. Ouais, trop. Donc je me dis, il y a un problème. Il m'a rien dit. Donc j'appelle mon frère qui est dehors, je lui pose la question. Au début, il me dit non. Et après, il me dit, bon, c'est vrai, on a appris qu'il a un cancer. Donc après, le lendemain, les avocats ils viennent me voir. Ils me disent, ouais, non. Il me sort un papier du médecin. Il y a marqué, mon père il a un cancer du pancréas en phase terminale. Il lui reste quelques semaines à vivre. Des semaines? Ouais, je me dis, tu sais, je regarde les avocats. Je dis, mais c'est quoi ce papier? C'est pas vrai, quoi. Je dis, on est désolé. Donc là, on va faire une demande. Parce que souhait de fin de vie, son souhait, c'est de voir son fils qui est en prison à Dama, tu vois. Donc, je fais la demande le mercredi. Je demande au juge, je leur dis, moi, je veux pas sortir de prison. Je dois payer pour ce que je fais, je veux juste sortir 30 minutes sous escorte. Je le vois à l'hôpital, en vie, et après, je rentre dans ma cellule, tu vois. Ils me disent, ok, d'accord, j'ai la réponse le vendredi. Donc, le vendredi, ils refusent. Ils refusent, moi, je comprends pas au début. Je me suis dit, j'ai mal lu le papier. Et là, je me suis dit, ouais, je crois que c'est terminé. Tu verras plus ton papa. Ouais, je crois que je le verrai plus. Après, je dis à ma petite amie, vas-y, va voir avec ma fille. Je dis, allez voir mon père à l'hôpital. Donc, ils vont à l'hôpital. Elle me dit, il n'a même pas la force de prendre le téléphone. Je mets lui le téléphone à l'oreille et je lui dis, papa, je suis désolé. Je pense que malheureusement, je ne vais plus jamais te revoir. Et là, je m'excuse. Il essaye de me parler, mais il était déjà trop fatigué. Et je lui dis, mais t'inquiète, quand je sors, je ferai les choses bien. Mardi, on m'appelle à 21h, je décroche. Juste, j'ai dit allô, j'ai entendu les cris derrière. Il me dit, papa, il est mort. Toi, t'es impuissant, t'es enfermé. Impuissant, tu peux faire quoi à ce moment-là? À part pleurer, même pleurer, tu pleures même pas au début. T'es là, c'est fini, quoi. Là, je sors de prison, j'ai plus de père. Dinguerie. Ta culpabilité, elle prend un niveau supplémentaire ou pas? Ben oui. Là, tu te dis, en fait, c'est terrible. Tu te dis, toute ta vie, ton père, il est là pour toi. Il t'a jamais rien demandé dans sa vie. Le jour où il a besoin de toi, c'était peut-être que pour l'enterrer. Toi, tu ne seras pas là. Tu te dis, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Et pourtant, ça existait. Comment tu fais pour pas péter les plombs, Adama? Moi, je pense que quand il est parti, il m'a laissé un peu beaucoup de lui.
de la C'est vrai? sagesse. C'est vrai? Ouais, moi, j'en suis sûr. Il y a une transmission. C'est pas possible de changer du tout au tout avec certaines choses. J'aurais pu péter les plombs. Péter les plombs, le nerveux que tu me décris. Ouais, enfermé, impuissant, bah oui. entre les quatre murs avec tout ce qui se tout. passe. Maintenant, en partant, il m'a laissé les rênes de la famille. Tu peux pas péter les plombs. Tu me parles de ta fille. Ouais. C'est important pour moi. Tu vois, je suis jeune papa. Ouais. Je suis, à mon avis, le jeune papa que tu étais à l'époque. Ouais. On est fragile devant nos enfants. Bien tu sûr. sais, c'est la... Je dis souvent, quand on aime à ce point, on devient vulnérable comme jamais. C'est clair. Je vois comment mes enfants, ils sont après moi. Papa, si, papa, on joue. Papa, on fait ça. Papa, j'ai un bobo. Comment on gère la paternité quand on est enfermé en prison et qu'on voit sa petite fille? Ta petite fille, elle a quel âge quand tu es incarcéré? Quand je suis incarcéré, elle a 8 mois. Et quand je sors, elle a presque 6 ans. Tu vois, c'est fou, c'est fou. Donc, tous ses premiers pas, je les ai vécus en prison. Tous ses anniversaires jusqu'à 6 ans, je les ai vécus en prison. Au début, c'est un bébé. C'est un enfant, tu sais, voilà, on a l'habitude, elle vient, on joue. C'est une situation qui n'est pas normale, mais elle ne comprend pas au début. Jusqu'au jour, elle me pose la question, elle me dit, mais papa, on est où ici? J'ai compris. Et bien là, soit tu mens, tu dis que tu es au travail, mais bon, quand je vais sortir, je vais travailler. Elle va dire, non, je veux plus que tu travailles. Après, moi, j'ai voulu lui dire un peu la vérité. Je dis, bon, bah, papa, il a fait une grosse bêtise, là, il a la maison de punition. Ça veut dire que ta femme, elle lui avait jamais dit? Et c'était pas à elle de lui dire. C'est vrai. Bah oui, C'est vrai. faut qu'on prenne nos responsabilités. Et moi, j'ai dit, c'est à moi de lui dire la vérité. C'est pas elle qui a déjà, elle a subi. Parce que ça aussi, on l'oublie. Ouais. Les familles de personnes qui sont incarcérées, elles subissent. Tu sais, elles viennent te voir au parloir, leur vie, elle est à travers toi. C'est-à-dire, ils s'occupent de leurs enfants tout seuls, toi, t'es pas là. Ils font grandir un enfant seul, toi, t'es pas là. Le regard de leur famille, le regard des gens. Ouais, le regard Son des mec, gens. il est en prison. Ouais. Son mec, Elle il attend vaut son rien. mec qui est en prison. Elle attend un mec qui est en prison, tu vois. Quand je lui dis à la petite, après, elle me pose plus la question. Mais c'était compliqué. Parce que parfois, elle pleurait beaucoup en partant. Elle voulait pas me lâcher, tu vois. Elle s'accrochait à moi. Oh, putain. Et tu te dis, tu es obligé de forcer pour qu'elle parte, quoi. Tu lui retires ses mains. Et quand tu marches jusqu'à aller dans ta cellule, tu verses des larmes. Tu peux être grand, costaud, balèze, qui tu veux, tu pleures. C'est ça le plus gros traumatisme que tu as de la prison? C'est ta famille, c'est tes enfants, c'est... Ouais, il y a plein de traumatismes. Déjà, la famille, l'absence, perte de repères. Parce que quand tu es en prison, après, tu vis dans 9 mètres carrés pendant des années. Quand tu sors, tu es perturbé. Le bruit, tu es toujours sur le qui-vive, quoi. Le bruit te perturbe quand tu Bien sors? sûr. Le bruit, c'est calme dehors. Quand je suis sorti, je me suis dit, c'est calme. Parce qu'en prison, il y a tout le temps du bruit. J'allais dire, c'est l'inverse, moi. J'allais dire, au Non. contraire, c'était calme en prison. Et dehors, t'entends les klaxons, t'entends les Non, voitures. moi, quand je sors, le bruit dehors, c'était incroyable. Voir les voitures, voir un arbre. Pas d'arbre en prison. La prison, ça brise tout le monde. Tu sais, je dis souvent, on sort, on est peut-être costaud, on a des bras, on a des pecs, mais à l'intérieur, on est cassé. Tu as toujours des traumatismes et c'est toute ta vie. C'est compliqué aussi, quand tu sors de prison, de reprendre une vie, même une vie sentimentale. Parce que toi, pendant des années, ta femme, elle t'a peut-être attendu, mais elle a appris aussi à vivre sans toi pendant des années. Toi, tu apprends à vivre sans elle aussi. Ça veut dire que quand tu sors de prison, parfois, ça ne matche plus. Pour ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui se séparent, tu vois. Ça t'est arrivé? Et ouais, ça m'est arrivé aussi, tu vois. Bien sûr, tu dois avoir un suivi psychologique. C'est important. C'est dur à gérer toute cette liberté d'un coup? Bien sûr. Parce que toi, malgré tout, on va expliquer un petit peu aux gens quand même, parce que ta liberté, elle se fait en plusieurs étapes. Ouais. Tu fais d'abord 4 ans. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est ça. Tu fais d'abord 4 ans. Ensuite, tu es... Je suis en provisoire ouais, parce voilà, que t'es en j'attends provisoire mon en procès. l'attente de ton jugement. Ouais. D'ailleurs, Condamné à ça 8 ans. c'est quelque chose qui me tue, c'est que tu sois incarcéré pendant si longtemps avant d'être jugé, avant ton procès. Parce qu'imaginons que demain, il y a un élément qui t'innocente. T'es acquitté. Après 3 ans, après... C'est dommage, quoi. Mon petit frère, il a fait 1 an de prison pour rien, pour cette affaire. Parce qu'il a été acquitté à la fin. Il a fait 1 an, ton frère. Il a fait 1 an à Bois d'Arcy. Même s'ils lui ont donné après de l'argent, il te dit, mais m'en fous de l'argent, moi. Ils m'ont privé 1 an de liberté. Ouais, c'est dur. Il y a beaucoup d'autres, il y a C'est beaucoup dur. de choses qui font que c'est compliqué. Donc je disais, tu fais 4 ans, Ouais. t'es liberté en Ouais. provisoire, le 5 temps mois, le temps, voilà. Derrière, tu écopes de... Alors, 8 elle est ans. importante, cette étape. Ouais. Parce que pendant ta libération provisoire, tu fais une vidéo. Ouais. C'est une interview sur Street Press. Street Press, ouais.
super entretien qui est condensé en 5 minutes. 5 minutes. Allez voir ça sur les réseaux. Elle est encore dispo, elle est encore accessible et vous allez comprendre plein de choses que me dit Adama aujourd'hui. Mais elle est édifiante cette vidéo par l'authenticité de ce que tu donnes. Tu disais avoir peur quand tu es passé chez le frérot Sherman, qu'on salue évidemment. Tu disais qu'elle avait joué un rôle dans ton histoire. Bien sûr. Parce que moi, quand je sors, moi, je veux travailler, je veux disparaître, faire ma vie. Et un soir, je tombe sur une vidéo d'un jeune qui se fait lyncher. Et moi, j'écris un message Facebook en disant au petit, tu sais, les embrouilles, ça mène à rien, les gars. Moi, je passais par là, on n'a rien gagné, etc. Bref. Et entre-temps, j'ai le média Street Press qui m'appelle. J'ai Mathieu de Street Press qui m'appelle, Mathieu Bidon. Il me dit, Adama, voilà, on aimerait bien te faire une interview. Moi, je vais à la cool, tu vois. Comme je suis venu aujourd'hui, je viens, je parle, tu vois. Et quand la vidéo, elle sort, elle explose en fait sur les réseaux. Elle devient virale. Le procès se déroule, tout ça. Et à un moment donné, moi dans la vidéo, je dis clairement, dès le soir même, je veux me venger. Donc quand les avocats des parties civiles des victimes entendent la vidéo, ils cherchent la préméditation pour me tuer à la barre. Ouais, bien sûr. Et ils mettent la vidéo. Et quand ils mettent la vidéo, je suis là, je regarde, je dis, je suis mort. Tu sais, je dis, je suis mort. Après, je dis, c'est pas grave, j'assume. Et ce que j'ai kiffé aussi dans tout ça, c'est que le procureur, je suis tombé sur un bon procureur, tu vois. Il me dit, vous savez, monsieur Camara, depuis que je plaide en cour d'assises, j'ai jamais demandé en dessous de 10 ans. Il me dit, mais j'ai demandé 10 parce que pour moi, c'est une peine raisonnable pour vous, mais sachez, on ne se fait pas justice soi-même, monsieur Camara. Après, il me dit, vous savez, aujourd'hui, au tribunal, il y en a beaucoup qui vous prennent pour un menteur. Parce que vous dites comme quoi vous voulez travailler avec la jeunesse, etc. Mais il me dit, mais moi, je crois en vos projets. Et je pense que quand vous allez sortir de prison, vous allez faire les choses bien. Et il me tend la main. Moi, je lui serre la main, je dis merci monsieur. C'était incroyable. C'est pour ça que j'en parle aussi dans mon livre et je lui ai même envoyé un livre pour lui dire voilà, il a pas misé sur le mauvais cheval, quoi. Comment ça se passe le reste de ta peine? Le retour en détention. C'est dur de retourner quand t'es sorti. très dur. Tu reviens, faut tout recommencer, repasser par les arrivants. T'es pas avec le même gars en plus du coup? T'es pas avec le même gars, t'es condamné. Ouais, tu sais, ta fin de peine, c'est quand? Ouais. Quand je reviens, c'est comme si c'était encore la première fois que tu reviens en prison. Après, j'ai été transféré rapidement au centre de détention. Après, j'ai bénéficié rapidement d'un aménagement de peine. Tu vas pas au bout de tes 8 ans? Ouais, j'ai fait en tout 5 ans et demi parce qu'après, j'ai bénéficié de la semi-liberté pendant 7-8 mois. Et en fait, on m'a libéré en février, juste avant le Covid. Le 5 février, le jour de l'anniversaire de ma mère, on m'a dit c'était la fin de ma semi-liberté. C'est un mois à peine avant le confinement total. C'est avant le confinement. Après, on a eu le Covid. Tu parles d'une liberté. Mais moi, au moins, j'étais à la maison. Ouais, voilà, c'est vrai. Avec les gens que tu aimes, c'est voilà. pas pareil. D'accord. C'est pas pareil. Quand tu sors, il y a une analyse qui est faite de ta part sur la jeunesse, sur le contexte, sur la violence, comment elle se met en place. Souvent, que ce soit sur tes réseaux ou autres, ou dans les interviews que tu as pu donner, tu parles du fait que tu encourages à s'exprimer avec des mots plus qu'avec les poings. Aujourd'hui, on voit quand même très souvent une violence exacerbée avec des 1 contre 10, des 1 contre 20. Comment t'expliques ça, toi? Malheureusement, aujourd'hui, dans cette violence qui est devenue un peu plus violente qu'à notre époque, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Nous, à l'époque, on se battait avec les poings. Aujourd'hui, ils ont des couteaux. Dès le plus jeune âge, moi je le vois aujourd'hui quand je fais des préventions, même dès la CM2, voire la 6e, ils consomment des vidéos violentes. Et c'est des vidéos d'exécution, des vidéos de décapitation, de tuerie. Aujourd'hui, les jeunes, ils ne mesurent pas les vidéos qu'ils regardent. Aujourd'hui, il y a une déconnexion. Quand je pose la question aux jeunes, pourquoi vous marchez avec un couteau? Ouais, mais c'est pour me protéger, au cas où. Le au cas où, c'est ça qui tue. Parce que demain, tu sors un couteau à quelqu'un, tu veux lui faire peur, que la personne ne court pas, ça va être quoi ton réflexe? Ils me disent, je vais planter. Et je vais viser la jambe. Et il y a l'artère fémorale, mon ami. Donc, tu vois, il y a toutes ces choses-là qu'il faut déconstruire chez les jeunes. Aucun jeune n'aime se battre. Mais aujourd'hui, avec l'effet de groupe, le regard des autres, l'ego, dire que voilà, nous, on est des bonhommes, c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. L'ego, il revient quand même souvent dans cette analyse-là. Tout le temps. Alors, on va parler des nombreuses choses que monsieur a mis en place pour essayer de lutter contre ça. Encore une fois, bravo. Il y a la descente de mots. Déjà, rien que le concept, il est fou. Je vais te laisser l'expliquer, mais le concept, il est dingue. Comment est-ce que toi, tu arrives à le mettre en place auprès de cette jeunesse alors qu'on la catalogue comme étant ingérable, incapable d'être raisonnable ou autre chose?
Aujourd'hui, le projet de descente de mots, il a commencé par, déjà, comme il y avait des embrouilles dans le quartier, on s'est dit, comment on fait pour réunir les jeunes? On sait, dans chaque quartier, il y a des rappeurs. Les rappeurs, c'est les haut-parleurs des autres. Ouais. On s'est dit, on va les réunir autour d'un morceau qui s'appelait On se trompe d'adversaire. C'était le premier descente de mots. Ouais. Et après, pourquoi on a dit descente de mots? Descente, ils descendent dans les quartiers. Donc, au lieu de faire des descentes dans les quartiers, on a dit descente de mots. MOTS, donc on écrit, on essaye de faire passer notre message à travers la musique. Pour moi, la musique, c'est un outil pédagogique avec lequel tu peux travailler avec les jeunes. Moi, quand je fais mes ateliers d'écriture, que ce soit en prison ou autre, on se rend compte que notre jeunesse a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de souffrances, beaucoup d'absence aussi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'absence côté paternel. De papa qui travaille de beaucoup, papa qui sont plus là. De papa qui n'assument plus, qui ne sont plus là. Tu as cette souffrance-là qui peuvent l'exprimer à travers des écrits. Et parfois, quand on fait un avant-après, même avec les services qui nous sollicitent, ils sont surpris. Et de là, voilà, on a créé le concept des sondes de mots. On fait un album avec les jeunes, un concert toujours à la fin. On essaie d'avoir une tête d'affiche et faire des masterclass avec les jeunes pour pouvoir leur dire on n'est pas bon qu'à se battre. Il y a la série Rix que plus de gens connaissent. Ouais. D'abord, d'ailleurs, je tiens à le souligner, France Télévisions a été un acteur important dans la première saison que vous avez réalisée avec producteurs. Alors la série Rix, je n'ai même pas besoin de la présenter. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça, Adama. Je sais que ça te ferait plaisir, mais tout le monde a vu ça. Non, alors, je trouve que tu as raison. C'est malheureux parce que c'est triste autour de ça. Par contre, moi, ce que ça dénonce, je trouve que c'est très bien que les gens voient ça, voient la réalité des conséquences des RICS, de ce qu'il peut y avoir en cité et ailleurs, et pas qu'en Île-de-France. D'ailleurs, tu as voyagé partout dans la France pour réunir les histoires les plus frappantes. Si vous ne l'avez pas vu, honte sur vous, allez la voir. En dehors de ce qu'on peut voir dans cette série, est-ce que tu as eu depuis que tu es au contact de la jeunesse comme tu le fais, est-ce que tu as eu des anecdotes, des histoires, des scénarios, des passés qui t'ont marqué? Bien sûr, parce que quand moi j'ai l'idée de faire la série Rix, c'est à travers tous les messages que j'ai reçus par rapport à mon témoignage. Je me suis dit, en fait, des Adama Camara, il y en a partout. Il faut qu'on donne la parole aux familles de victimes. On va prendre la parole d'une famille au début, et après on l'oublie. Et je me suis dit, il faut qu'on rentre chez eux et qu'on montre aux gens que derrière les conséquences, c'est pour toute la famille. En fait, quand elle sort, je reçois de plus en plus de messages de personnes qui viennent parler. Parce que quand tu arrives chez des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler et qui te livrent leur souffrance, toi, tu prends un peu de leur sac de souffrance et tu pars avec. Et tu essaies d'apporter les mots. Et il faut avoir les bons mots, les mots justes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux parler par rapport à mon expérience, ce que j'ai vécu, mais c'est mon sentiment à moi. On partage peut-être pas le même sentiment. Il faut que je trouve les bons mots pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a voulu aussi mettre en place et qu'aujourd'hui, on le ressent, on le voit que ça aide beaucoup de familles. La dernière chose, le dernier événement, le dernier projet dont j'aimerais parler avec toi, c'est la grotte mobile. Ouais. Et ça, soyez attentifs. C'est incroyable d'avoir réussi à faire ça. Déjà, je veux que tu me dises combien ça t'a peut-être coûté de faire ça, parce que c'est important. Il y a vraiment des efforts personnels qui ont été faits. La grotte mobile, tu as, si je dis pas de bêtises, réaménagé un camion. C'est un camion là-bas? C'est ça, un camion à 20 mètres cubes. Ouais. À 20 mètres cubes. Et tu as reconstitué quasiment ta cellule que tu as connue toi pendant tes 5 années, 4 bonnes années, on va dire, d'incarcération. Dans 9 mètres carrés, du coup, tu peux revivre dans les mêmes conditions qu'Adama Camara. Mais c'est fou de faire ça. Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Malheureusement, la réaction des jeunes. Quand je fais des préventions et que on parle du volet prison et que j'entends des jeunes dire « Ouais, j'ai vu le rappeur Intel, sa cellule elle était pleine, il est bien. » Et il y a 18 mois en arrière, on a parlé avec l'équipe, je leur disais « Je pense qu'il faut leur montrer. » Moi, je ne suis pas fan d'aller prendre des jeunes, aller en prison. Il y a trop le protocole, on n'a pas le temps de ramener tout le monde. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une cellule mobile? J'étais dans un camion, j'ai fait les pas, je dis c'est bon, c'est la taille, on a pris toutes les mesures. Après, il fallait l'acheter, ça coûte des sous. Ça coûte des sous. Pendant 18 mois, on a mis de l'argent de côté. Moi, aujourd'hui, quand je vois l'effet de la grotte mobile, quand on intervient dans une ville, il est immédiat. Il rentre, il regarde, il voit les toilettes, il voit tout. Tu vis dans ça À deux. À deux. Voire 3 parfois. Surpopulation carcérale, on met un matelas par terre. C'est vrai. Et de là, tu te dis, ouais. Ça devient réel, ça devient concret. Ça devient réel.
Sur la prison, il y a beaucoup de on-dit. On va briser les tabous, on va briser les vérités aussi, qui sont parfois fausses. Et tu vas me dire ce qu'il en est. L'intimité, les toilettes. Est-ce qu'il y a un code? C'est la première chose dont tu m'as parlé. Tu m'as dit, je vais chier, le mec il est à côté, il va sentir. Bah oui. Comment ça se passe? Déjà, la première fois quand tu es avec quelqu'un, moi j'avais du mal à aller aux toilettes au début. Tu m'étonnes. T'attends, tu dis le matin, lui va aller en promenade, moi je vais pas en promenade, je reste en cellule, donc tu fais tes affaires, tu vas aux toilettes, tu ouvres la fenêtre, même si l'odeur elle prend du temps à partir, mais quand tu rentres, tu sens qu'il a été aux toilettes. Après, tu adoptes des stratégies, genre tu mets la musique à fond, comme ça tu fais ce que tu as à faire. Donc ça déjà c'est l'intimité, il n'y a pas quoi. Ça fait partie des gros chocs quand tu rentres en prison, le manque d'intimité. C'est la honte. L'accès au téléphone, c'est pareil ça. Comment les mecs arrivent à faire autant de TikTok? Comment est-ce qu'ils peuvent appeler? Tu me parlais du nombre de fois où tu as pu avoir ta famille. Est-ce que le téléphone, c'est interdit? Est-ce que c'est autorisé? Comment vous faites? Non, le téléphone, il est interdit, mais on sait qu'il y a des téléphones qui circulent en prison. Aujourd'hui, ils sont en train d'installer de plus en plus de brouilleurs pour que les gens n'ont plus trop accès à Internet et autres, mais il y a toujours eu des téléphones en prison. Mais comment tu fais rentrer un téléphone du coup? Par plusieurs moyens, soit jet de projectiles, soit par la corruption. Jet de projectiles pendant que tu es en promenade, on t'envoie Ouais, on t'envoie des projectiles, mais après, il faut réussir à les monter en cellule. Mais voilà, il y a des téléphones. Comment tu as fait pour le monter en cellule Non, moi, c'était quelqu'un qui vendait un téléphone, je l'avais acheté. En prison directement? Ouais, mais les prix très élevés. Ah ouais? Un smartphone, c'est très cher. Hein. Tu comptes entre 600 et 1000 euros. En espérant que tu te fasses pas choper, parce qu'en plus c'est... Oui, parce que si tu te fais attraper, t'as un CRI, ça veut dire que t'as un rapport. Ça veut dire après, plusieurs téléphones, tu peux aller au quartier disciplinaire, au mitard. Le parloir conjugal. Alors pourquoi je te pose cette question? Parce que moi, j'ai regardé Prison Break, comme beaucoup de monde. Ouais. Et qu'il y avait, on connaît Sucré. Tu te rappelles de Sucré? Bah oui. Voilà, Sucré, un fan de Prison Break. Ouais. Forcément, t'es un fan. Tout le monde a été fan de Prison Break. Sucré, sa femme, ils avaient droit à des rapports, je sais plus combien de fois c'était par semaine ou autre. C'est vraiment comme ça que ça se passe? En fait, ça c'est pour les longues peines. Quand tu as des longues peines, tu as certaines prisons où tu as le droit à des UVF. C'est unité de vie familiale. Genre, si tu peux pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, tout dépend, tu as le droit de voir ta femme, en intimité, etc. Mais sinon, il n'y a pas d'intimité. Voilà, l'intimité, tu l'as au parloir. Tu tournes la tête, le surveillant il n'est pas là, tu essaies d'avoir un peu d'intimité avec ta copine ou ta femme. Dès que tu entends un pas, vous vous arrêtez, ça dure, c'est n'importe quoi. Mais il y a beaucoup de bébés parloirs aussi. Attends, parce que moi là, quand tu me dis bébé parloir, je pense à un petit bisou volé. Toi, tu me parles de relations sexuelles t'as pas le choix. Parloir? Mais comment c'est le parloir? Le parloir, c'est des cabines les unes à côté des autres. T'as des surveillants. T'as des gens qui ont des relations sexuelles là? Tout le monde en a eu. Mais c'est incroyable! T'as pas le choix. Les relations intimes entre détenus et surveillants. Alors, je t'en parle. Déjà, est-ce que toi, il y avait des surveillantes? Est-ce qu'il y a encore des femmes qui surveillent les prisons ou pas? Oui, ça peut arriver. Ça arrive. Ce genre de choses-là, ça arrive? Mais bien sûr. Tu restes un humain, tu restes quelqu'un, donc un détenu peut te plaire. Tu peux plaire à une surveillante. Après, tu peux pas... Ça arrive, écoute, ça arrive. Ça arrive. Moi, je te crois, c'est toi qui as été... Ton amoureux dans ton lieu de travail, tu vois, c'est leur lieu de travail. C'est particulier. C'est particulier. Tu m'as parlé des retours que tu avais par rapport à toutes les initiatives que tu lances. Celui dont tu es le plus fier, c'est quoi, Adama? C'est les sorties à la mer avec les mamans. C'était l'un de mes premiers projets. Je me suis dit, un jour, on va remplir un car que de mamans et on va aller à la mer. Après tous mes autres projets, T'en es fier, évidemment. Je suis fier, bien sûr. Mais celui-là, il touche particulièrement. Il touche particulièrement, ouais. Parce que même ça permet à ma mère aussi de beau. partir. Et la première fois qu'elle est partie, c'était avec toutes ces mamans-là. On a commencé cette interview avec pas mal de colère que tu me décrivais de l'époque. Une envie de vengeance. Bien sûr. T'en es où aujourd'hui par rapport à tout ça? Non, je suis en paix aujourd'hui, moi. T'es plus en colère? Non. La colère, c'est un poison. La colère, c'est un poison, et tant que tu es en colère, tu peux pas avancer dans ta vie. Tant que tu as la haine, tu peux pas avancer dans ta vie. Je mets tout dans le positif maintenant et on fait du tout droit. On avance. Adama, j'ai souri dans cette interview alors que je pensais vraiment pas sourire aujourd'hui. Il faut. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Les autres, à très bientôt sur Extra. J'en suis ému, j'en perds mes mots. À très bientôt sur Extra, avec d'autres invités fous, comme Adama aujourd'hui, avec des histoires extraordinaires, même si de l'extérieur, les gens ont l'air tout à fait normaux, ils ne le sont pas. Allez, à bientôt. Ciao.